Aujourd'hui, nous allons parler du livre dit D'où ça vient de Michel Picmal et Puig Rosado, Petites histoires pour expliquer nos gestes quotidiens, paru aux éditions La Martinière Jeunesse en 2006. Le thème du jour est « Oh mon beau miroir ». Chaque société donne ses modèles de beauté et d'esthétique. Elle définit des règles précises sur la façon de s'habiller et de soigner son apparence. Ces règles sont intégrées très tôt et l'individu trouve normal de s'y conformer. Tel était du moins l'usage dans les sociétés traditionnelles. En effet, avec la modernité et son ouverture sur le monde extérieur, tout a changé. L'homme a découvert que ses canons de beauté pouvaient, ailleurs, être différents. Et le désir est venu de se distinguer, de s'inspirer d'autres cultures, d'autres traditions et de rechercher individuellement ses propres canons esthétiques. Le tatouage. Le tatouage est aujourd'hui très en vogue et séduit aussi bien les stars que le commun des mortels. Il a perdu la signification marginale qu'il avait au siècle dernier, où seuls les excentriques, voyous et autres durs à cuire se faisaient tatouer. Une mode que les marins des ports malfamés avaient ramenée de leur voyage dans les îles lointaines. Mais il n'a pas retrouvé pour autant la dimension symbolique qu'il avait dans les temps anciens, car le tatouage ne date pas d'hier. On a retrouvé en Égypte une momie au bras tatoué vieille de 4000 ans. La fonction du tatouage dans les sociétés traditionnelles était loin d'être uniquement esthétique. En Polynésie, par exemple, les motifs de tatouage représentaient de vraies cartes d'identité. Ils exprimaient par le dessin l'appartenance à un clan, la généalogie et même le rang social de la personne. Plus on était tatoué, plus on avait de prestige, car il fallait être riche pour se faire marquer la peau, mais aussi très courageux pour en supporter les souffrances. Mais ce qui est vrai en Polynésie ne l'est pas partout. Chez certains peuples, les motifs de tatouage sont avant tout des protections magiques. Le henné. Il s'agit d'une plante qui pousse sur le pourtour méditerranéen et dont les feuilles procurent une teinture de couleur jaune ou orange. C'est l'une des rares teintures naturelles qui tiennent sur les cheveux. Aussi est-elle utilisée depuis l'Antiquité. Des analyses ont prouvé que la momie de Ramsès II avait les cheveux teints de cette manière. On s'en sert aussi pour réaliser des tatouages sur les mains, les pieds ou toute partie du corps qui ont la particularité de s'effacer au bout de 3 à 4 semaines. Le piercing. Les premiers piercings connus datent du néolithique. Ce n'est donc pas une pratique récente. Mais comme pour le tatouage, le piercing représente dans les sociétés traditionnelles l'appartenance à un clan, avec toute une symbolique magique. Si un papou de Nouvelle-Guinée s'introduit des plumes de toucan dans un piercing des cloisons nasales, c'est pour acquérir les vertus de cet animal et ses pouvoirs protecteurs. Si un éleveur africain Maasai s'étire les oreilles au maximum, c'est pour que leur grande taille rappelle celle de son bétail. Il espère ainsi s'attirer les bonnes grâces de l'esprit de l'animal et voir son troupeau croître et multiplier. Aujourd'hui, le piercing a envahi jusqu'aux cours d'école, mais ses significations sont essentiellement rebelles et esthétiques. La mode nous en vient de la côte ouest des États-Unis. Un courant de pensée y rejette les façons de vivre modernes, jugées artificielles, pour valoriser au contraire ce qui est primitif, tribal, considéré comme plus naturel. Le piercing n'est plus, comme dans les sociétés traditionnelles, une façon de s'intégrer. C'est au contraire une façon de se singulariser et même parfois de s'exclure. On sait bien qu'on ne sera pas embauché comme employé de banque si on porte une dizaine de piercings sur le visage. Mais petit à petit, à l'initiative des créateurs de mode, le piercing sort du ghetto pour toucher monsieur tout le monde, avec notamment la vogue des faux piercings. Le pantalon. Si les hommes romains s'habillaient de toges et de grandes tuniques, les Gaulois, tout comme les Scythes et les Germains, portaient déjà des genres de pantalons amples, les braies, plus pratiques pour monter à cheval. Mais c'est à la Révolution que les hommes adoptent définitivement ce vêtement tel que nous le connaissons, près du corps et noué à la taille par des boutons ou une ceinture. Il est alors réservé aux hommes et il est très mal vu qu'une femme en porte. Il faudra attendre les années 1970 et ses mouvements féministes pour que les femmes s'accaparent de la garde-robe masculine. Quant au nom même de pantalon, il se réfère à un personnage de la comédie italienne, très en vogue en France au XVIe siècle. Il s'agit de Pantalone, une sorte de vieil avare ridicule. Il portait sur scène une longue culotte collante et son nom est resté associé à son vêtement, la cravate. Son origine remonte à l'époque du roi Louis XIV. Il y avait alors à Paris un régiment de soldats croates au service du roi, le Royal Cravate. Il portait une bande de tissu nouée autour du cou. Les courtisans de Versailles s'en inspirèrent et le port de la cravate, déformation de croate, connut un vif succès. Le roi Soleil avait même son cravatier qui lui en présentait chaque matin un plein panier.
Ce nœud coulant de tissu n'a pas vraiment d'utilité vestimentaire. Il se porte plutôt comme une décoration et symbolise surtout, de nos jours, l'adaptation au monde de l'entreprise. La mariée est en blanc. Jusqu'au XIXe siècle, les femmes ne se mariaient pas en blanc et chaque région de France avait ses tenues de mariage, le plus souvent de couleurs vives. La mode du blanc n'apparaît que dans les années 1870, après qu'une bergère, Bernadette Soubirous, eut à Lourdes une apparition de la Vierge Marie vêtue de blanc. L'Église catholique lança alors une campagne de culte à la Vierge, appelée l'Immaculée Conception. Comme une jeune mariée se devait en ce temps-là d'être vierge le jour de son mariage, la blancheur de sa robe symbolisait cette virginité. Très vite, grâce aux grands magasins et aux catalogues, l'usage se répandit de vendre de belles robes de mariée blanches. L'alliance à l'annulaire gauche. Depuis le Moyen-Âge, il est de tradition de s'offrir des anneaux au moment des fiançailles. C'est le pape Nicolas Ier qui a imposé cet usage afin d'être sûr que la promesse de mariage était sincère. Il y avait en ce temps-là trop de fiançailles qui n'étaient pas suivies des faits. Le pape a pensé que cet anneau, souvent d'or, obligerait les fiancés à aller au bout de leur engagement solennel. Mais si l'on porte cet anneau à l'annulaire, la coutume est plus ancienne encore. Grecs, Égyptiens et Romains pensaient en effet qu'il existait une petite veine très fine qui reliait directement ce doigt au cœur. Ils l'appelaient vena amoris, la veine de l'amour. Aussi avaient-ils coutume de porter leurs anneaux de mariage à ce petit doigt dénommé annularius, le doigt de l'anneau. On boutonne à gauche ou on boutonne à droite. Difficile pour un garçon de mettre une chemise de fille et réciproquement. Vous l'avez sans doute remarqué, les boutons ne se boutonnent pas de la même manière. On met des boutons sur le pan droit du vêtement pour les garçons et sur le gauche pour les filles. Pourquoi pareille bizarrerie? Tout simplement parce que autrefois les demoiselles ne s'habillaient pas seules. C'était une servante qui leur boutonnait les vêtements. Comme celle-ci se tenait face à elle, il était plus facile pour une droitière de boutonner sur le pan gauche. Quant aux hommes, il était plus facile ainsi d'attraper leur portefeuille, traditionnellement placé dans la poche intérieure gauche. Du 36 ou du 39. Lorsque l'on va dans un magasin de chaussures, on demande du 36 ou du 39. Si ces nombres nous paraissent un peu étranges, ils correspondent à une unité de mesure qu'utilisaient autrefois les bottiers, appelé le point de Paris. Ce point mesure exactement 0,666 cm. Cela veut dire que si vous chaussez du 39, c'est que vous avez un pied de 25,9 cm de long, qui correspond à 0,666 multiplié par 39. Le kilt. Cet habit traditionnel des Écossais nous semble bien incongru, car pour nous, il s'apparente à une jupe de fille. C'est oublier que beaucoup de peuples de l'Antiquité, grecs, romains, s'habillaient ainsi. Le kilt n'est rien d'autre qu'une survivance de cette façon de s'habiller à l'antique. Il s'agit d'un coupon de lainage plissé, parfois de 7 à 8 mètres de long, qu'on enroule autour de la taille et qu'on attache par une épingle. Il n'est porté que dans les grandes occasions, les mariages par exemple. Le kilt était à l'origine la tenue des grandes familles de la région des Highlands. Chaque famille ou clan avait son propre motif reconnaissable, un peu comme des armoiries, répertoriées dans un registre officiel. Aujourd'hui, l'usage s'est étendu à toute l'Écosse et même à l'Irlande et au Pays de Galles. Les supporters des matchs de rugby ou de foot l'ont rendu célèbre dans l'Europe entière. Le jean de Nîmes. C'est le célèbre Lévi-Strauss qui, en 1850, inventa le jean pour les chercheurs d'or de Californie. Toujours à patauger dans la boue, ceux-ci avaient en effet besoin d'un pantalon très solide. Lévi-Strauss s'inspira pour son modèle des pantalons que les marins italiens de Gênes portaient sur leurs bateaux, d'où le nom de jean qui vient de Genoese, génois en anglais. Et comme il avait besoin d'une super toile résistante, il utilisa la serge de Nîmes, de la ville de Nîmes, conçue à l'origine pour les bergers et les gardiens de Camargue, deux autres métiers où il faut des vêtements qui ne se déchirent pas au moindre accroc. Le style gothique. Cette mode venue d'Angleterre est apparue dans les années 1970 à la suite du mouvement punk. Le style gothique, qui désigne normalement l'architecture moyenâgeuse, s'inspire de cette période. Chemise à jabot, corset, robe longue, pâleur du visage, etc. Il emprunte aussi au Moyen-Âge son ambiance sombre, mystérieuse, rien morbide et vénéneuse. Les gothiques sont fascinés par le noir, le supranaturel et les nappes de brume légères flottant sur les cimetières. Dans le monde désenchanté des années 1990, la mode gothique et ses pulsions de mort ont conquis un large public. Des groupes musicaux comme The Cure ont internationalisé le mouvement très en vogue chez les adolescents. Le style hip-hop. Cette mode qui nous vient des ghettos new-yorkais fait la part belle au jogging car elle est liée à la breakdance des Afro-Américains. Pour danser sur cette musique,
il faut être à l'aise dans ses baskets et son survêtement. Les nombreux clips musicaux l'ont institutionnalisé dans les banlieues avec pour panoplie vestimentaire la casquette en arrière et les chaussures de sport, des Adidas ou des Puma qui se portent délacés en référence au monde de la pègre et des gangs, car il est bien connu que lorsque l'on est en état d'arrestation, la police vous ôte les lacets des chaussures pour éviter tout suicide. Le style grunge. À l'origine, le style grunge est né d'un refus total de la société de consommation. C'est une attitude rebelle qui ne fait aucune concession au look. Quelqu'un de grunge se moque ostensiblement de la mode et porte tout ce qu'il trouve de plus crado. Jeans déchirés, vieilles chemises à carreaux de bûcheron, pulls troués, t-shirts sales. Il n'accorde également aucune attention à son hygiène corporelle, se fichant pas mal de sentir bon ou non. En argot américain, grunge signifie d'ailleurs la crasse que l'on a entre les doigts de pied. Bref, le grunge cherche à choquer le bourgeois dans la droite ligne d'un autre mouvement dont il dérive, le punk. C'est le groupe musical Nirvana qui fut longtemps le porte-parole de ce courant de pensée. Et le suicide de son chanteur Kurt Cobain donna plus de force encore à son message pessimiste. Mais la mode est toujours à l'affût de ses contestataires. Elle n'a donc pas hésité à s'en inspirer pour créer des lignes de vêtements pseudo-grunge vendus à prix d'or aux jeunes de la bourgeoisie cherchant à faire râler leurs parents. Le style fashion. À l'inverse des grunge, les fashion, un mot qui signifie mode en anglais, se plaisent au contraire à être pleinement et sereinement dans la société de consommation et de la publicité. C'est un mouvement très féminin qui recherche un look sensuel, valorisant à fond la féminité sexy. Tissus moulants et autres vêtements tendance sont aujourd'hui ses principaux atouts. Quant à leurs modèles, c'est principalement auprès des chanteuses et des stars de cinéma que les fashion vont les trouver. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous connaissiez l'une ou l'autre de ces petites histoires. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de ce livre dit D'où ça vient. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt.